Chers téléspectateurs, salut et merci de suivre nos programmes sur Téléchat. Votre magazine Les Belles Lettres aujourd'hui vous amène à la découverte d'un écrivain singulier, Dr Succès Masra, qui est sur notre plateau avec son ouvrage intitulé Les ABCD du leadership qui vient donc de paraître. Bienvenue Dr Succès Masra. Merci José et puis bonjour aux téléspectateurs qui nous regardent au Tchad, en Afrique et puis au-delà. Je suis très ravi en tout cas d'être à la télévision nationale pour échanger avec vous sur ce livre, les ABCD du leadership. Voilà. Vous êtes donc auteur, entrepreneur, fonctionnaire international, moulu bien entendu dans des prestigieuses donc, écoles et universités d'Afrique et d'Europe précisément. Vous êtes docteur en sciences économiques de la Sorbonne, diplômé de Sciences Po Paris en finance et stratégie, diplômé d'Oxford University en leadership et gouvernance. Après être passé par le collège Charles Lwanga, l'Université catholique d'Afrique centrale et celle de Lille en France. Ouais. Ces informations sont-elles certifiées? Elles sont certifiées, mais je veux rappeler aussi que j'ai commencé mes études au village avec moins de 500 francs CFA en récoltant les restes des milles dans les champs et vendu au marché hebdomadaire un jeudi, et c'est ça qui m'a permis de commencer à l'école. Et ça, j'en suis assez fier. Peut-être que ça me prédestinait à me battre dans des conditions difficiles, et c'est un peu aussi l'objet un peu de ce livre pour les jeunes qui hésitent, qui se posent des questions. Voilà, donc nous aurons l'occasion de revenir sur ça. Voilà, et par-dessus tout, donc vous êtes président fondateur de Génération ABCD. C'est de cela donc que nous allons parler aujourd'hui. Absolument, oui. Génération ABCD que nous avons lancé le jour du décès de Nelson Mandela, le 5 décembre 2013, avec des jeunes Tchadiens, des jeunes Africains, avec l'objectif justement de prôner le leadership éthique dans nos pays, parce que nous pensons que c'est important. Donc l'excellence citoyenne d'un côté, la culture de tolérance, parce que nous sommes dans des pays, au Tchad ici, ou en Afrique, où nous avons plusieurs cultures, plusieurs religions, plusieurs genres aussi, et nous ne pouvons pas bâtir des sociétés meilleures si nous n'avons pas la culture de la tolérance. Donc si nous pouvons, au niveau des jeunes générations déjà, inculquer cette culture, nous pensons que nous pouvons contribuer à bâtir un avenir meilleur. Donc c'est autour de cela que nous avons bâti Génération ABCD, qui est fondamentalement basé ici au Tchad, mais qui a des relais aussi internationaux. Voilà, alors, le monde intellectuel perçoit donc le leadership comme une théorie qui ne concerne que les dirigeants. Mais vous vous ramenez cela à un niveau un peu plus bas, comme on le dit avec monsieur tout le monde. Donc, pour vous, le leadership peut être expérimenté au niveau individuel même. Absolument, absolument. Quand on dit leadership, généralement, les gens pensent spontanément aux grands présidents, aux gens qui sont dans les médias, aux gens qui sont dans les top 100 de ceux qui vont transformer un pays ou je ne sais plus quoi. Je les invite en quelque sorte à être contre-intuitifs. Au bout du compte, c'est quoi? Le leadership, c'est d'abord l'influence qu'on a sur les autres. Au niveau de votre quartier, de votre village, de votre environnement immédiat, dans votre association, dans tous les aspects, vous pouvez expérimenter le leadership. Mais j'ai aussi dans ce livre invité à une transformation individuelle. Le leadership, c'est aussi un peu cela. Et à s'inspirer de ce qu'on ne voit jamais dans les grands journaux, dans la liste des légions d'honneur de la République. Regardez par exemple nos maires dans nos villages qui se battent dans la difficulté, aller puiser de l'eau, venir faire la cuisine au moment où généralement les hommes sont couchés, et puis qui doivent nettoyer les enfants, s'occuper de leur éducation, de transmettre les valeurs. On n'en parle jamais. Voilà, ceux-là, ils sont généralement, ou bien celles-là, ces dames, ces mères-là, sont généralement absentes de notre réflexion de leadership. Or, c'est peut-être là-bas aussi que nous pouvons puiser les vraies valeurs qu'un bon leader doit pouvoir incarner. Donc, j'invite en quelque sorte à faire cette démarche contre-intuitive, et qui est une démarche d'abord de transformation individuelle. ABCD, généralement, quand vous commencez à l'école, ABCD, c'est les premiers pas. Et quand vous commencez à apprendre, vous commencez par ABCD. Donc, ABCD, ça a l'air de rien du tout, mais dans chaque lettres dans chacune des lettres A, B, C et D, nous aurons l'occasion de revenir, qui vont de avoir conscience à la détermination. Je pense qu'en utilisant y compris des exemples basiques, on peut viser les sommets. C'est en se transformant individuellement, en prenant appui sur ces aspects basiques de notre vie, qu'on est capable aussi demain de pouvoir incarner un leadership plus grand. Est-ce que par exemple, pour vous illustrer, on peut être un bon père de la nation si on n'est pas un bon père de famille? Si dans sa propre famille on n'incarne pas un certain nombre de valeurs qui sont par exemple l'absence de corruption,
la justice, l'équité, est-ce qu'en devenant un dirigeant à l'échelle d'un pays, on peut vraiment incarner ces valeurs? Ou bien en devenant dirigeant d'une association ou d'une entreprise, on peut incarner ces valeurs? Mon petite intuition et ma petite expérience montrent que c'est d'abord en se transformant individuellement. Et l'image que j'ai utilisée dans le livre, c'est comment que la lumière que nous voulons refléter sur la société, que cette lumière soit d'abord projetée sur nous-mêmes. Et alors, en se transformant de façon individuelle et profondément, intérieurement, on finira par avoir un impact sur la société. Donc c'est une sorte un peu de voyage sur soi-même, qui s'adresse à la fois aux plus jeunes de notre pays, de notre continent, qui se posent des questions, qui se demandent s'ils ont vraiment les ressources en eux pour prendre en main leur destin ou pour transformer les sociétés. Je veux leur dire que ces ressources existent. En partant de nos petits parcours, en partant des exemples, je veux leur montrer que c'est possible, et c'est à cela qu'est dédié en quelque sorte ce livre. Voilà. Alors tout commence donc par comme avoir conscience de soi et de son environnement. Docteur Succès, pourquoi est-ce si important de commencer par A? Pourquoi dites-vous que cela est la chose la plus difficile même? C'est la chose la plus difficile, mais c'est la chose la plus importante. Pour illustrer, je dis, si dans votre société, il y a une corruption grandissante, si dans votre environnement immédiat, il y a un manque de tolérance important, si dans votre société, il y a 97% des gens qui n'ont pas accès à l'eau et à l'électricité, si dans votre société, il y a 100 femmes qui meurent en donnant la vie, si vous n'avez pas ce genre de... Vous n'avez pas conscience de ces situations de votre société, qui sont celles de l'exigence de bâtir par exemple une nation forte, de l'exigence de bâtir une société de tolérance, de l'exigence de bâtir une société assise sur les valeurs du travail, du mérite, de l'exigence de bâtir une société qui ne soit pas assise sur les valeurs, comment dire, de clanisme, où on promeut par exemple ses cousins, les cousins de sa femme, ses neveux, etc. Si vous n'avez pas conscience de cela, vous ne pouvez pas contribuer à les changer. Donc j'essaie de montrer à travers le A, qui veut dire avoir conscience, que c'est la première étape indispensable. Que vous soyez un paysan, un élève, un instituteur, un dirigeant politique, un membre de la société civile, tout commence par la conscience que vous avez de votre environnement. Et je ne parle pas d'une conscience, comment dire, épisodique, une conscience éphémère. Je parle d'une conscience réfléchie, méditée. Une fois que vous avez alors cette conscience vraiment profonde et intériorisée, alors vous pouvez vous inscrire maintenant dans le chemin de la transformation possible. Donc, pour moi, le leadership ou la transformation individuelle commence d'abord par la conscience. Et mon impression, c'est aussi que dans nos sociétés, très souvent, nous n'avons pas cette conscience-là. Ces consciences réelles, ces consciences profondes. Et je dis que tous ceux qui ont la possibilité d'aider les gens à avoir ces consciences ont le devoir de les aider à avoir cette conscience-là. Par la pédagogie, par la méditation s'il le faut, par l'explication, par leur engagement. Donc la première étape dans ce livre, c'est avoir conscience, et je l'ai illustré à travers des exemples que les gens peuvent regarder. Voilà. En disant donc que, je vous cite, l'ignorance ou la non-conscience d'une situation peut être le début d'une mort. Voulez-vous dire par là que sans cette étape première qui paraît donc fondamentale, il est impossible d'atteindre les prochaines étapes A, enfin B, C et D? Absolument. Je pense que c'est d'abord la première étape qui est indispensable. Dans la Bible, on dit « Mon peuple meurt d'ignorance ». Pour ceux qui connaissent un peu la Bible. Et ce que j'essaie aussi de montrer, c'est que vous regardez, pour ceux qui connaissent un peu dans la philosophie, il y a le dialogue de Platon, l'allégorie de la caverne, où il dit... un individu est allé quelque part, il a vu la lumière, alors qu'il était extrait d'un environnement où il y avait l'obscurité. Mais quand il est revenu et qu'il essaye de dire à ceux qui étaient dans l'obscurité que quelque part dehors, il y a de la lumière, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de plus rayonnant, ceux qui étaient dans l'obscurité ne l'ont pas cru. Parce que eux, leur seul monde, c'est celui-là. Nos situations dans nos pays, par exemple, sont celles, par exemple, de nécessité d'abord de bâtir des sociétés réellement développées et d'apporter des méthodes différentes, des façons différentes de faire les choses, y compris dans la gouvernance, dans l'engagement social et tout. Ceux qui ont cette conscience ont le devoir d'amener ceux qui n'ont pas cette conscience
à prendre cette conscience, en fait, à être conscient de ces situations. Parce que sans cela, c'est une sorte un peu de mort globale dans laquelle on est inscrit. Et puis, j'ai donné aussi une illustration pour dire, Martin Luther King, généralement, s'évertue à dire dans ses discours, je suis allé au sommet de la montagne, j'ai vu la terre promise. Oui. Cette terre promise qu'il était capable de voir, les autres ne voyaient pas. Nelson Mandela, lorsqu'il se battait pendant 27 ans en prison, dans les choses dans lesquelles il croyait, les autres disaient que vraiment, il était dans une sorte un peu d'utopie. Et pourtant, lui, il avait vu cette terre prochaine, cette terre d'arc-en-ciel en Afrique du Sud, bâtie sur la tolérance et tout. Donc, il avait cette conscience intériorisée, et il était là pour se battre pour cette société nouvelle, cette société post-dichotomie en quelque sorte. Dans nos pays aussi, où il y a des besoins encore de bâtir une nation, tous ceux qui ont cette conscience de la nécessité de s'engager avec méthode et avec détermination pour y arriver, ont le devoir en quelque sorte d'amener les autres vers ce que je peux appeler un peu la lumière de l'allégorie de la caverne, ou bien vers la terre promise qu'ils peuvent voir en quelque sorte. Tout à fait. Alors, l'étape A de la conscience conduit donc à l'étape B comme bouger pour être et pour agir. Et là, vous encouragez vos lecteurs donc à jouer le rôle du thermostat dans une société de thermomètre. Pourquoi préférez-vous thermostat au thermomètre? Alors, l'image du thermostat et du thermomètre que j'emprunte en partie à Martin Luther King est une image qui, pour moi, illustre bien cela. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez conscience, il faut choisir. Parce qu'avoir conscience, c'est comme arriver à un carrefour où il y a plusieurs routes. Mais encore faut-il choisir une direction. Donc, choisir d'être des thermostats dans une société où il y a beaucoup de thermomètres, c'est un appel notamment aux plus jeunes générations pour leur dire la différence entre un thermostat et un thermomètre, c'est quoi? Le thermomètre mesure juste la température d'une société ou bien d'un individu. Le thermostat régule. C'est-à-dire que si vous constatez que vous constatez qu'il y a une température de 40 degrés au moyen d'un thermomètre. Si vous ne décidez pas d'agir pour réduire la température à 37 degrés grâce à un thermostat, alors ça ne peut pas changer. Cette image, c'est une image qui veut aussi renvoyer à la société. Si vous constatez que dans votre société, il y a des problèmes de gouvernance, dans votre société, il y a des problèmes de justice, d'équité sociale, il y a des problèmes de cohabitation, tous ces aspects-là, si vous en avez conscience, et que vous ne choisissez pas de bouger pour agir sur cela, ça ne peut pas changer. Une autre image que j'ai utilisée, c'est ceux qui font un peu de la chimie. La formule chimique de l'eau, c'est H2O. Oui. Mais si vous écrivez la formule chimique de l'eau sur un tableau, ou bien sur un papier, le papier ne sera pas mouillé. Si vous n'allez pas dans un laboratoire et vous mélangez les molécules d'hydrogène et d'oxygène, vous n'aurez jamais de l'eau. Donc j'essaye de montrer qu'en réalité, il y a toujours un choix. Et une illustration que j'ai donnée, c'est souvent les gens dans la société dans laquelle nous sommes peuvent vous dire vos actions ne peuvent pas conduire à un changement parce que c'est minuscule. Et j'ai utilisé l'image du colibri. Oui, le colibri, justement, rappelez-nous cette légende. Absolument. Donc, pour tous les jeunes qui nous regardent, qui sont dans des sociétés où on leur dit que c'est impossible de changer la société, c'est impossible d'apporter les changements, j'ai envie de leur rappeler cette image du colibri. Alors, la légende du colibri dit quoi? Ça dit, un jour dans la forêt, il y eut une sorte un peu de... il y avait du feu, un feu gigantesque qui brûlait la forêt. Et tous les animaux de la forêt observaient impuissants ce feu-là qui se propageait. Le colibri, qui est un petit oiseau, a commencé à aller chercher de l'eau avec son bec pour venir jeter sur le feu et repartir et revenir jeter sur le feu. Alors, un autre animal qui était là lui dit, mais colibri, il était fâché, il dit, mais colibri, tu n'es pas fou? Est-ce que tu crois vraiment que c'est avec ton petit bec là et cette petite quantité d'eau que tu vas vraiment changer la situation du feu qui est en train de brûler? Et le colibri lui répond en disant, je sais, mais je fais ma part. Je voudrais donc utiliser cela comme un exemple pour dire, dans le choix de bouger, le B de bouger, dans les ABCD, que ces types de découragement ne nous arrêtent pas sur le chemin. Si on avait dit à Nelson Mandela, lorsqu'il s'est engagé pendant 27 ans en prison, pour les causes dans lesquelles il croyait, plein de gens lui disaient que c'était impossible, parce qu'on lui disait qu'il était seul. Lorsque vous regardez Rosa Parks aux États-Unis, cette dame qui était seule dans le bus du malheur en quelque sorte, le bus de la ségrégation raciale, elle se sentait seule quand elle avait dit qu'elle était
fatiguée, elle s'est assise en quelque sorte pour se mettre debout pour la justice. Elle se croyait seule. Que très souvent, les grands changements peuvent naître des petits gestes que chacun accomplit. Donc, je voudrais dire aux plus jeunes générations de notre pays, le Tchad, d'Afrique en général, que chacun a le devoir d'agir et de faire sa part de colibri. Et c'est en agrégeant en quelque sorte ces efforts individuels qu'on finira un jour par bâtir une société meilleure. Et que, en s'engageant, ils n'ont pas forcément besoin d'attendre de voir ce que les autres font. Mais leur engagement peut aussi galvaniser les autres qui peuvent les Alors suivre. concrètement, donc, par cette image, vous voulez exhorter en quelque sorte la jeunesse, par exemple, à être honnête, être juste dans une société où il n'y a que de la corruption et qu'il n'y a que de l'injustice. Absolument. J'ai eu l'occasion de participer au programme de leadership de Desmond Tutu, le cardinal Desmond Tutu, prix Nobel de paix, qui a dirigé la commission Vérité, Justice et Réconciliation d'Afrique du Sud, un des amis de Nelson Mandela. Et en discutant avec lui, il m'a dit cette chose. Il dit, c'est très facile d'élever sa joie, sa voix pour la justice. Mais la chose la plus difficile, c'est d'élever sa voix contre les injustices. Et que c'est sur cela que les jeunes générations de notre continent sont attendues. Les jeunes générations du Tchad, d'Afrique et de notre monde. Cette voix d'un religieux qui a osé très souvent prendre des positions pour des choses terrestres doit pouvoir s'adresser aussi aux leaders religieux de notre pays, aux leaders religieux africains, mais aussi en quelque sorte aux nouvelles générations pour leur dire que c'est sur ces combats-là, sur ces batailles-là que nous sommes en quelque sorte attendus. Nous voulons prôner le leadership éthique dans nos pays, un leadership engagé pour ce qui concerne la cité dans son ensemble. Les valeurs de l'éthique, de justice, d'équité, ces valeurs malheureusement manquent dans nos sociétés. Et tant que ces valeurs ne seront pas intériorisées par les décideurs publics de nos pays, par ceux qui aspirent à des fonctions ministérielles, à des fonctions gouvernementales, à la tête des institutions publiques, à la tête des régies financières, tant que nous n'aurons pas des gens rompus à ces questions-là, alors la situation de nos pays ressemblera, comment vous dire, à une sorte un peu de vase troué, de jarre troué. Peu importe la quantité de ressources financières qu'on mettra là-dedans, peu importe la quantité de ressources naturelles que nous aurons, la situation de nos pays va être celle de non-développement en quelque sorte. Donc, il s'agit en quelque sorte qu'au niveau des plus jeunes générations, ABCD, c'est les premiers pas à l'école. Mais je voudrais que, à travers cela, dire qu'au niveau des plus jeunes générations de notre pays, de notre continent, il nous faut bâtir des citoyens de demain. Dans l'éducation familiale, parce que la cellule familiale, c'est le premier endroit où se bâtit le citoyen de demain. Si les parents n'apprennent pas à leurs enfants la culture de la tolérance et leur apprennent plutôt la culture de la vengeance, de la guerre, du port des armes, demain quand ils deviennent des citoyens, ils peuvent faire des règlements de compte par ethnie, par clan et je ne sais plus quoi. C'est d'abord dans la famille que tout cela doit se bâtir. Ensuite à l'école, parce qu'il nous faut à l'école apprendre à nos enfants à devenir des citoyens de demain, en leur apprenant la culture de la tolérance, la culture du travail, la culture du mérite. Et alors maintenant dans la société dans sa globalité, quels sont ceux qu'on nomme en des postes de responsabilité? Quels sont ceux à qui on confie des responsabilités publiques? Il faut que ce soit des gens qui sont manifestement honnêtes, qui ont un leadership éthique en eux. En braquant le regard de la société sur ce type de personnes, on éduque aussi la société. Mais un leader qui dit par exemple qu'il veut prôner un leadership éthique et que la société se rend compte que toutes ces nominations, tous les gens compromis, c'est des gens qui ont soit pillé, c'est des gens qui ont soit été condamnés, c'est des gens qui soit parce qu'ils appartiennent à une famille donnée, à un clan donné ou à une religion donnée ou parce qu'ils sont des hommes ou parce que... Alors à ce moment-là, la société ne fait plus confiance. Donc ça aussi, ça nous amène à ce que j'ai appelé le C, oui, la cohérence dans le livre. Justement, la cohérence, donc, vous dites là que c'est la colonne vertébrale d'une transformation individuelle et collective. En quoi consiste donc cette cohérence? Vous voyez, Gandhi, Mahatma Gandhi, le Mahatma Gandhi, l'Indien, que les téléspectateurs qui nous suivent connaissent sans doute, avait dit quelque chose d'extraordinaire. Il disait, l'exemple n'est pas le meilleur moyen de convaincre, c'est le seul moyen de convaincre. Pourquoi il disait cela? Parce que
Le défi de la cohérence, c'est le défi auquel la plupart, y compris des leaders dans nos pays, font face. Est-ce que on peut véritablement mener le peuple ou bien mener les gens de son entreprise, les gens de son association vers les valeurs que nous voulons voir en eux si nous-mêmes, nous n'avons pas ces valeurs? Si nous-mêmes, dans nos actes, nous n'incarnons pas ces valeurs? Comment un dirigeant qui dit, par exemple, que il veut se préoccuper de la nécessité de bâtir une société où la corruption est réduite au néant. Je donne un exemple comme ça. Si ce dirigeant lui-même, dans ses actes, dans ses comportements, montre qu'il est corrompu, alors la société ne lui fera pas confiance. Oui. Dans votre association, dans votre entreprise, c'est les mêmes défis. Parce que l'exemple, c'est la chose la plus importante. Et pour illustrer cela, je dis, c'est l'un des défis auxquels la plupart des dirigeants font face. Il faut être conscient de cela. C'est pour ça que je l'ai appelé la colonne vertébrale. Peut-on, je l'avais dit en amont, être un bon père de la nation si on n'est pas un bon père de famille? Peut-on demander à ses ministres d'être exemplaires si, en tant que président ou en tant que premier ministre, on n'est pas exemplaire? Peut-on demander à ses salariés d'être exemplaires si, en tant que chef d'entreprise, on n'est pas exemplaire? Peut-on demander aux membres de son association d'être exemplaires si, en tant que leader de cette association, on n'est pas exemplaire? Je ne suis pas en train de jeter en fait du sort ou bien de dénigrer les gens, mais je suis en train de dire que c'est un défi qui se pose à chacun de nous. C'est un peu comme le combat entre l'obscurité et la lumière, le combat entre le bien et le mal que dans le Coran ou dans la Bible, ça a été théorisé. C'est le combat entre l'obscurité et la lumière que les philosophes ont théorisé. Ce combat, c'est un combat permanent qui est en chaque être humain. Donc ceux qui veulent s'inscrire dans la démarche d'un leadership, pour demain ou pour aujourd'hui, je les exhorte en quelque sorte à avoir en conscience que le défi de la cohérence, c'est l'un des défis les plus importants. Et j'ai donné des exemples pour illustrer cela. Thomas Jefferson, qui était président des États-Unis, le 3e président des États-Unis, il avait fait une déclaration magnifique. Il disait tous les hommes sont créés égaux. Et à cause de cela, personne ne doit être réduit à l'esclavage. C'était l'une des plus belles déclarations à l'époque contre l'esclavage qui a permis de prendre des positions et de faire en sorte que l'esclavage soit aboli aux États-Unis. Oui. Mais cet homme-là, jusqu'à la fin de sa vie, il avait 607 esclaves. C'est pour vous dire le manque de cohérence. Vous avez suivi les élections présidentielles, par exemple, en France récemment, où certains candidats ont été battus parce qu'on s'est rendu compte que les valeurs qu'ils disent vouloir de la société, eux-mêmes, ils ne se sont pas appliqués cela. J'ai donné un autre exemple pour dire, le général de Gaulle, il est par exemple adulé par les Français parce qu'il s'est battu pour la liberté de la France. Le Tchad, mon pays, notre pays, a eu l'occasion d'être le premier ainsi à répondre à l'appel pour la liberté de la France. Mais lorsque les présidents africains des indépendances voulaient la liberté, ce même général de Gaulle s'est battu bec et ongle, notamment par exemple contre Sékou Touré, qui voulait pourtant la liberté pour son peuple. Vous voyez ces incohérences? Et donc dans nos pays aussi, sur le continent africain notamment, nous avons des dirigeants qui disent quelque chose et leurs actes sont contraires. À ce moment-là, tous ceux qu'ils nomment agissent en disant, l'exemple vient d'en haut. Et pour finir là-dessus, je dis, dans le corps humain, comme dans un gouvernement par exemple, les problèmes les plus grands viennent de la tête. Mais les solutions les plus importantes peuvent venir aussi de la tête. Si l'exemple est là, alors les suiveurs, parce que le leadership c'est l'influence qu'on a sur les autres. Donc, pour me résumer là-dessus, le défi de la cohérence, Mahatma Gandhi l'a bien résumé, c'est que c'est par l'exemple. L'exemple, c'est le seul moyen de convaincre. Un leader ne peut pas espérer des gens sur lesquels il a une influence d'agir d'une certaine manière si lui-même il n'agit pas comme il se le doit. Donc ça, c'est un défi permanent et chacun des membres des jeunes générations notamment, qui veulent se bâtir un leadership nouveau pour nos pays, pour leurs entreprises, pour leurs associations et partout, je les exhorte donc à avoir à l'esprit ce défi de la cohérence qui est le C des ABCD justement. Voilà. Alors, vous nous amenez donc dans le livre au dernier point, le D comme détermination et discipline. Alors, quel est le rapport entre les deux concepts et en quoi ils constituent, comme vous le dites dans le livre, l'arme du succès massif?
Oui, l'arme du succès massif, pour un peu faire allusion à l'arme de destruction massive, ouais, je voulais justement quelque chose de positif. Oui. La détermination, Longfellow disait quelque chose d'intéressant, il disait « Les grands chemins abattus par des grands hommes ne furent pas atteints d'un seul coup. Mais quand eux, ils dormaient dans la nuit, quand certains dormaient dans la nuit, ces grands hommes-là ou ces grandes femmes-là se sont battus en rampant. » La détermination, que ce soit à l'échelle individuelle ou collective, c'est ça qui nous amènera à bâtir quelque chose de soutenable. Dans nos sociétés, nous avons ce que nous appelons généralement, et même au niveau des jeunes générations, je dis, il y a 1001 jeunesse nuisible à elle-même. Nous voulons les raccourcis, les shortcuts, comme on les appelle en anglais, les raccourcis. C'est ce que j'appelle les engagements feux d'artifice. Vous en connaissez, tous ceux-là qui s'engagent pour des causes, pour 1 an, pour 6 mois, et le lendemain, ils changent complètement à 360 degrés sans que les gens ne comprennent de quoi il est question. C'est-à-dire c'est des engagements feux d'artifice, des engagements qui durent le temps d'une saison en réalité. Parce que nous n'avons pas cette détermination au fond de nous. Lorsque nous avons créé Pageant Génération ABCD avec les jeunes, nous avons voulu nous inspirer d'un leader, Nelson Mandela. Désolé de revenir sur lui, mais c'est un leader hors pair qui peut inspirer des jeunes générations au-delà du continent africain. Et nous lui avons rendu un hommage à travers un livre que nous avons écrit, Les héritiers de Madiba, avec des jeunes de partout. Nous avons voulu utiliser cet homme-là comme exemple pour dire quoi? Pour parler de sa détermination. Voilà quelqu'un qui s'est battu, non pas 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 27 ans, pour les choses dans lesquelles il croyait. Et lorsqu'il est sorti de la prison, qu'il a eu le pouvoir, il n'a pas eu l'orgueil démesuré de dire qu'il était un homme indispensable. Ça aussi, c'est une sorte un peu d'orgueil. Tous ceux qui se décrètent comme des gens indispensables pour l'avenir de leur pays et tout ça, ce ne sont pas des choses qu'on peut applaudir. Donc, je voudrais, à travers cela, le D de la détermination, dire aux jeunes qui se battent pour leur réussite personnelle même, l'école, le professionnel et tout, que c'est dans la détermination qu'ils peuvent y arriver. Mais aussi pour les combats qui concernent la société dans son ensemble. C'est grâce à la détermination. La détermination a à voir aussi avec la discipline. C'est de pouvoir dire, malgré les pierres qu'on peut jeter contre nous, malgré les traversées du désert, malgré les difficultés que nous pouvons rencontrer, nous y croyons quand même. We shall overcome. We shall overcome, ça veut dire nous vaincrons. Que ce type de refrain soit notre enthousiasme permanent. Donc, c'est à cela que le D de la détermination renvoie, et j'ai donné des exemples pour illustrer, pour montrer que ça peut être terre à terre. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission qui est une série, donc la première série. Nous vous invitons donc pour la prochaine fois à nous suivre une fois de plus, tout en vous remerciant d'avoir été fidèles à cette chaîne que vous aimez bien. À bientôt.